Bonjour, bon matin, bon après-midi, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à notre webinaire du jour qui va consister en l'appel à action en matière et le grand lancement finalement en matière de renforcement dans la réglementation et des systèmes de réglementation d'assainissement de l'eau. Nous sommes très heureux que vous ayez l'occasion de vous joindre à nous au cours de ce webinaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons un certain nombre d'intervenants éminents qui vont pouvoir échanger et partager avec vous toutes sortes de perspectives, d'observations, de commentaires et d'appels à l'action. Donc, encore une fois, bienvenue et prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, quelques informations de bon père de famille avant d'entrer dans le cœur du sujet. Tout d'abord, ce webinaire sera enregistré et donc rendu disponible sur la plateforme de l'IVOIA Connect Plus, qui est un réseau donc permettant d'échanger toutes les transparents et les informations qui auront été à partager. Les orateurs sont donc responsables entièrement et des autorisations et des droits d'auteur de tous les travaux qu'ils pourraient présenter durant cette présentation. Et il faut bien dire aussi que leur transparent n'engage qu'eux-mêmes. Prochain transparent ensuite. Quelques informations pratico-pratiques. Aujourd'hui, vous allez bénéficier à la fois d'un accès au chat et aux questions-réponses. Alors, on va essayer de réserver le chat pour les interactions ou les questions d'ordre général, alors que les questions-réponses vous permettront d'envoyer des questions plus spécifiquement adressées aux panélistes. Et ceci devrait donc vous permettre de trouver une réponse, nous espérons, pendant le courant de leurs interventions respectives, si non plus tard, puisque nous aurons une trace qui vous permettra de rester connecté. Prochain transparent ensuite. Alors, on aimerait déclarer officiellement ouverte finalement cet appel mondial à action dans le renforcement des systèmes de réglementation, de la gestion de l'eau et de l'assainissement des eaux. Alors, nous allons donc accueillir pour ce faire les représentants du secrétaire international de l'eau qui, comme la plupart d'entre vous s'en souviendront, reviennent donc dont la création revient aux initiatives prises par les Nations Unies. Donc, avant de passer la parole à Robert, nous voulons également préciser que l'interprétation simultanée est disponible en français et en anglais. Donc, vous le voyez, il vous suffit de choisir, de cliquer droit sur le petit émoticône en forme de globe ou d'hémisphère pour choisir finalement l'interprétation dont vous voudriez bénéficier dans la langue de votre choix. Une fois de plus, franco-anglais, en l'occurrence, durant cette session. Alors, c'est évidemment juste une option si vous avez le choix ensuite de retourner soit à l'original ou à n'écouter que l'interprétation. Alors, prochain transparent, s'il vous plaît. Une fois de plus, je suis heureux d'accueillir Robert Boss, qui donc nous vient de l'Association des secrétaires internationaux de l'eau, qui sera notre présentateur et nous permettra finalement de situer un peu dans son contexte cet appel à l'action mondiale. Robert, à toi. Merci beaucoup et bonjour à tous depuis les Pays-Bas où je me trouve parce que la semaine dernière, nous avions finalement une conférence sur l'état de l'eau qui a duré toute la semaine dernière et de ses micro-composants. Et j'ai trouvé que c'était finalement une matière à réflexion intéressante, pas seulement spécialisée, mais d'ordre général, parce que bien entendu, il était question de la qualité de l'eau potable, mais aussi des facteurs euh, de l'environnement permettant finalement une résilience dans ce domaine malgré les changements climatiques et puis les maintes circonstances adverses qui peuvent poser problème et qui doivent être pris en compte en matière de réglementation si l'on veut renforcer finalement les systèmes efficaces pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés. Il s'agissait donc d'une réunion très fructueuse et très inspirante. Et maintenant, nous procédons à ce lancement au cours duquel nous voulons nous assurer de bien travailler sur les idées qui sont ressorties de cette conversation au cours de non seulement la semaine dernière, bien entendu, mais plutôt de la dernière année et demie.
afin donc, je le répète, de créer un environnement propice à ces réglementations pour les législateurs et pour les différents acteurs concernés, afin d'améliorer la qualité de vie, bon, mais aussi les cadres légaux, les politiques, mais en tenant compte aussi des droits de l'homme, bien entendu. Alors, nous voulons aussi prendre à bras-le-corps les inégalités existantes dans ce domaine, surtout dans les pays à faible revenu, et notamment les zones urbaines de ces pays à faible revenu. Et nous aimerions étendre et finalement les bienfaits de toute cette réglementation aux zones rurales et puis finalement à toutes les communautés qui ne sont pas suffisamment protégées par les réglementations existantes. Alors, ceci est rendu possible par un ensemble d'institutions et ce qui a déjà été promu dans certaines régions du monde par des associations de réglementation encourageant la collaboration finalement en la matière entre les différentes parties prenantes. Alors sur le prochain transparent, vous pourrez voir là, donc ça c'était le programme de notre webinaire. Le prochain transparent devrait vous montrer la ligne de temps, voilà, qui s'est déployée autour du développement de ce concept. Ça démarre en octobre 2023, comme vous le voyez, avec une série de réunions sur des points clés de ce débat. Euh, Certains donc tenus à Kigali, à Toronto, en décembre 23 et en août 2024, certains d'entre vous y auront participé et les discussions intermédiaires ou réunions intermédiaires euh, auxquelles nous avons eu l'occasion de procéder pour arriver au texte que nous allons promulguer aujourd'hui. Alors, tout ceci en guise d'introduction pour dire que le document est désormais disponible dans un nombre de langues, à savoir le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol, le russe, l'arabe, comme vous le voyez. Et vous pouvez y accéder en scannant simplement le QR code qui apparaît à l'écran. Alors ça, c'est donc en guise de propos introductifs. Je voudrais maintenant, sans plus attendre, inviter le directeur exécutif, Dr. Carla, à, à, à Carla Vairavamotti pour ses propos d'introduction. Merci beaucoup. Robert, est-ce que vous me recevez? Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à chacun d'entre vous que vous soyez. C'est effectivement un privilège et un honneur pour moi d'être ici au nom de l'Association de l'eau internationale de l'IWA donc et de pouvoir vous accueillir à ce lancement mondial de l'appel à action en matière de renforcement des systèmes de réglementation de l'assainissement de l'eau. Je suis très fière en effet de pouvoir vous présenter le fruit ici de nos efforts conjoints entre l'Organisation mondiale de la santé, le secrétaire international de l'eau et l'IWA, parce que nous savons tous à quel point ce cadre réglementaire est devenu nécessaire. Il s'agit d'un moment tournant finalement et pivot, je dirais, parce que dans trop d'endroits de par le monde, nous souffrons de lacunes en matière de réglementation permettant d'encadrer des progrès dans le bon sens, car sans ces systèmes de réglementation forts, nous ne pouvons pas garantir l'accès à l'eau potable et une forme d'accès équitable à des services résilients dont notre planète et les générations futures ont tellement urgemment besoin. Alors, même si cette réglementation est invisible par définition, elle est non moins indispensable et elle est véritablement la pierre d'achoppement finalement de nos efforts conjugués, je le disais. Si cela fonctionne bien, cela devrait à peine se faire sentir. Toutefois, lorsque ces réglementations font défaut, c'est là que les effets dévastateurs se font sentir et frappent en général les plus vulnérables en premier. Voilà pourquoi ce contrat social devrait parler à la fois à la base et au sommet, je dirais, des pyramides organisationnelles. Puis le sommet de l'organisation, les banques, les organisations internationales se rendent compte que financer des structures internationales ne suffit pas. Et malgré les meilleures volontés, les meilleurs investissements du monde,
il manque quelque chose. Alors que du point de vue de la base, on peut avoir euh, toute une série d'initiatives louables de la part de la société civile qui exigent des réglementations transparente afin de protéger le public, mais aussi de rendre les pouvoirs publics finalement suffisamment au courant et responsables de ce qui se passe sur le terrain. Donc il ne s'agit pas ici d'une lutte pour le pouvoir ou pour le contrôle, mais vraiment d'une potentialisation optimisant l'innovation, la réaction et ne laissant personne pour compte. Alors, ce chemin a commencé il y a plus d'un an lorsqu'une organisation polonaise ainsi que l'IWA, l'UNICEF, les SOAS ont décidé de prendre à bras-le-corps ces problématiques concernant la gestion des ressources hydriques à l'agenda et à l'ordre du jour mondial. Depuis, nous avons appris à nous écouter les uns les autres, appris énormément les uns des autres, et des ministères en municipalité jusqu'aux institutions réglementaires, nous avons pu finaliser un document qui ne se contente pas finalement de coucher sur papier une série de grands principes, mais qui correspond et reflète une réalité que nous pensons aussi fidèle que possible. Alors, ce mouvement correspond, puisqu'on parle d'un appel à l'action, à donc un appel au soutien de la part de tous les gouvernements et de tous les peuples pour faire en sorte que cette réglementation devienne véritablement la pierre d'achoppement, je le disais, de toutes les réglementations et les législations futures. L'IWA est donc très fier de se tenir à vos côtés sur ce chemin et ce parcours unissant à la fois les législateurs et les acteurs de la société civile et facilitant tant l'apprentissage que la transformation en action concrète de volonté louable et nécessaire. Au niveau du timing, il faut néanmoins se dire que l'important est l'action, la promptitude de l'action et de la euh, transposition de cette législation dans les actions. Donc, nous espérons que toutes ces aspirations euh, s'instillent dans vos travaux, dans vos euh, porte-parlers, dans vos propres euh, travaux communautaires de par le monde. Car nous ne nous contentons pas de renforcer les systèmes, mais nous essayons de reconstruire un monde où la dignité et la résilience pourront être au centre de tous les foyers. Donc, une fois de plus, un grand merci à chacun d'entre vous et je repasse la parole à Robert à ce stade. Merci. Merci beaucoup, Kyle, pour ces mots inspirés et empreints de sagesse. Alors, je vais ensuite passer à une vidéo que nous avons reçue de Son Excellence Numatsudi, qui est donc la déléguée des Nations Unies à l'eau. Retno Marsudi, en guise d'introduction. Chers collègues et honorables participants, je vous remercie au nom de l'OMS et aussi des Nations Unies pour ce lancement à l'appel à l'action mondiale pour renforcer les systèmes de réglementation d'assainissement de l'eau et de gestion des ressources hydriques. Cet appel à l'action survient à un moment crucial où il est temps de garantir un assainissement de l'eau et des ressources hydriques pour tous. Malgré les progrès réalisés dans le monde, trop de personnes manquent accès à l'eau potable. Plus de 3,6 milliards de personnes. Nous devons donc redoubler nos efforts, enfin redoubler que dis-je, multiplier par 6 et de 5 fois l'accès euh, sécurisé à l'eau pour tous. Et ceci donc implique un ordre du jour assez serré parce que le nombre de personnes impactées par
Les défis en matière d'accès à l'eau potable ou saine sont trop élevés. Ce n'est plus possible de rester les bras ballants face à cette situation. Il nous faut donc passer à des actions concrètes. Renforcer les systèmes réglementaires en matière d'assainissement de l'eau sont donc des facilitateurs absolument indispensables dans le secteur de l'assainissement de l'eau. Et une réglementation efficace doit nous permettre de superviser ensuite la gestion des ressources pour un impact significatif. La réglementation ne doit pas être perçue comme une barrière, mais comme un catalyseur du progrès. C'est pourquoi l'appel mondial à l'action joue ici un rôle tellement important. Tout d'abord parce qu'il promeut un environnement favorable pour la réglementation en matière d'assainissement et de gestion des ressources hydriques. Et puis au-delà, euh, d'un cadre légal robuste, il émet sur pied les capacités nécessaires et le cadre nécessaire à la création de capacités de finance aussi pour rendre cet appel à l'action concret et augmenter aussi son échelle au niveau régionaux, nationaux et internationaux. Deuxièmement, c'est également un appel qui va mettre en lumière les aspirations conjointes de tous les acteurs et parties prenantes, car l'eau est un bien commun qui relève de la responsabilité de tout un chacun. L'implication de tous les acteurs est donc impérative et impérieuse, à la fois de la part des gouvernements, du secteur privé, du secteur académique, des sociétés civiles, des femmes, des jeunes et de toutes les autres communautés. Sans ces partenariats inclusifs, la réglementation en matière d'assainissement de l'eau ne servirait à rien et resterait lettre morte. Et enfin, l'appel souligne aussi l'importance de la viabilité à long terme. La réglementation n'est pas une fin en soi. L'objectif est justement de garantir que toute réglementation soit perçue comme un instrument de progrès. Je vous recommande donc de focaliser cet appel vers un objectif de résilience et de longévité pour vos ordres du jour et vos agendas en matière de gestion et d'assainissement de l'eau, désormais et à l'avenir. Une fois de plus, mesdames et messieurs, je félicite l'OMS et l'Organisation internationale de l'eau pour cette initiative tellement pertinente et il me tarde d'en voir l'implémentation fructueuse sur le terrain qui est déjà en cours de transposition en vous remerciant de votre attention. Merci. Alors après ces quelques mots que nous a gentiment partagé l'envoyé spécial des Nations Unies, nous allons pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Et j'aimerais donc vous présenter le reste des intervenants au panel qui a accepté de se constituer pour ce webinaire. Nous avons tout d'abord Noémie Plumier, qui est facilitatrice des partenariats pour le Parlement mondial des eaux, qui est juriste et s'est penchée sur la question des droits de l'homme dans un grand nombre de pays en matière d'assainissement de l'eau. Nous avons également Yvan Magawa, qui est régulatrice et qui nous vient de Zambie avec 18 ans d'expérience en matière de réglementation des Nations Unies et qui a également été l'une euh, des instigatrices de l'organisation régionale euh, en matière de réglementation dans l'assainissement et la question des gestions de ressources hydriques. Donc, je voudrais commencer peut-être avant Yvonne avec Noémie. Euh, Noémie, vous avez donc planché sur la question des droits de l'homme et nous savons à quel point le droit et les droits de l'homme sont la pierre d'achoppement justement de toute réglementation. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, à la fois sur votre expérience et sur la façon dont vous pensez que l'appel à agir aidera à soutenir justement les législations nationales, mais aussi les droits de l'homme qui pourrait bénéficier finalement de cet appel à l'action. Merci Robert. Oui, j'ai malheureusement pas pu activer ma caméra.
pour vous suivre visuellement. Juste, il y a eu un léger malentendu à propos de mon titre. Je m'occupais des partenariats stratégiques pour l'eau, mais maintenant je m'occupe du secrétaire, pour le secrétariat international finalement, des thématiques liées à l'eau. Cela appartient finalement et relève de la même grande famille, je dirais bien entendu, mais en cette qualité. On m'a demandé de jeter un éclairage un peu plus précis sur les droits de l'homme, en effet, du point de vue des sociétés civiles et des réseaux de jeunesse. Et donc, c'est dans cette qualité-là que j'ai rejoint l'appel à l'action, ce qui maintenant m'amène à répondre à votre question. Bien sûr, c'est un privilège pour moi d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Et je voudrais contribuer ma partie à mener ma pierre à la discussion en insistant sur l'importance, en effet, de respecter une approche tenant compte des droits de l'homme, car en effet, les sociétés civiles jouent un rôle clé dans la promotion finalement de cette vision mondiale que nous défendons aujourd'hui. Alors, pourquoi adopter une approche basée sur les droits de l'homme? Eh bien, parce que tout d'abord, rappelons-nous que l'accès à l'eau saine est un droit de l'homme parmi tant d'autres. Nous avons le droit à la dignité, le droit à la santé. Les membres de l'OMS le confirmeront bien sûr, le droit à la nourriture, le droit à un environnement propre, qui est le nouveau bébé arrivé dans la liste d'ailleurs. Et donc l'accès à une eau saine n'est pas seulement un besoin légal, mais un impératif moral, je dirais. Et nous savons à quel point nous traversons aujourd'hui des temps quelque peu troublés et obscurs en matière de respect des droits de l'homme. Donc, garantir cet accès aux services sanitaires, même si la technique peut faire défaut, doit néanmoins rester aussi inclusif que possible avec un système de responsabilisation finalement des autorités pour mettre en place ces principes. Ce qui veut dire que nos réglementations doivent garantir l'accessibilité, l'acceptabilité, le fait que ce soit économiquement viable pour tous, mais aussi et surtout pour les plus vulnérables. Et vous verrez, il s'agit d'une série de commentaires qui ont été inclus aux déclarations des Nations Unies depuis 2002 déjà, et nous allons fêter bientôt encore un anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, donc ce sera l'occasion de s'en rappeler, mais il s'agit d'obligations finalement qui se destinent surtout aux États, qui ont l'obligation de garantir le respect de ces droits de l'homme, mais aussi tous les acteurs euh, qui les entourent ou qui en émanent. Je ne sais pas si j'ai encore un temps de parole plus ou moins grand peut-être. Pouvez-vous en dire plus au prochain round? Et nous passerons dans un premier temps la parole à Yvonne pour écouter ce qu'elle a à dire en tant que secrétaire exécutif de l'Association régionale des réglementateurs, des législateurs, pardon, de sa région. Peut-être serait-il aussi intéressant d'entendre son son de cloche par rapport aux effets bénéfiques de cet appel à action et de lui demander si elle a déjà vu peut-être quelque impact des efforts qui ont déjà été réalisés pour faire de cet appel à l'action une réalité, Yvonne. La parole est à vous. Merci, Robert. Alors, les SAWA, c'est un réseau de législateurs en matière d'assainissement, surtout pour la région orientale de l'Afrique, mais nous avons eu l'occasion de nous élargir au reste du continent depuis peu, donc le Nigeria et d'autres pays. Et je dirais que notre objectif principal a été de promouvoir l'accès, donc par le biais d'une réglementation efficace, mais aussi de construire les capacités euh, de créer les capacités nécessaires pour que les gouvernements puissent transformer en action concrète ces promesses. Alors, comme les précédents orateurs l'ont dit,
législation et les réglementations doivent être perçues comme un catalyseur et non pas comme un objectif. Et les trois facteurs clés, je dirais, pour ce faire sont à la fois de renforcer le secteur de la bonne gouvernance, d'augmenter les ressources à disposition de leurs organisations et de renforcer les capacités institutionnelles. La réglementation, en ce sens, joue ce rôle d'ancrage finalement pour ensuite euh, faire face aux autres aspects du secteur. Donc, un appel à l'action qui nous permettent de faire, euh, d'inclure à bord, je dirais, tous les secteurs de gouvernementaux et non gouvernementaux de la société pour ne laisser personne pour compte est primordial. Voilà pourquoi le législateur joue un rôle critique, notamment dans la levée de fonds, bien entendu, par rapport au mandat qu'il est tenu d'exécuter, mais il a aussi un rôle à jouer en matière de construction des capacités institutionnelles pour exécuter les mandats qui lui sont attribués et dévolus. Et ceci, donc, normalement, permet de réaliser les progrès voulus. Donc, en résumé, il s'agit donc d'efforts conjoints et bien coordonnés pour savoir où injecter les ressources afin d'obtenir les changements voulus dans le secteur concerné. Merci beaucoup, Yvonne, et merci en effet de souligner à quel point, en effet, la réglementation a à voir avec des catalyses, des phénomènes de catalyse et non pas de surveillance euh, gendarmée, entre guillemets. Il s'agit vraiment de générer des processus aussi fluides d'un point de vue légal et technique, en effet. C'est tout. Je voudrais maintenant demander à Noémie peut-être de se prononcer. Lorsque vous vous donnez des priorités en matière légale, notamment des droits de l'homme, avez-vous des problèmes en matière justement de compte à rendre et de responsabilisation des différents acteurs impliqués par cet appel à l'action, Noémie? Merci pour cette question. Alors, je parlais dans ma précédente intervention de critères. Il y a également des règles procédurières. Ces règles couvrent différents principes allant du droit international au droit de l'homme, mais aussi au droit de l'environnement. Et c'est là que les questions de responsabilité dont vous parlez sont en général énoncées, avec bien entendu un principe de non-discrimination, d'inclusion, de participation du public, qui dans notre cas se fait par le biais du Secrétariat international de l'eau, et tout le potentiel qui découle de nos efforts conjoints finalement de la société civile, mais aussi du Parlement mondial pour l'eau et ses différents chapitres nationaux qui incluent des jeunes professionnels et qui leur donnent une plateforme structurelle finalement pour s'engager en matière de gouvernance et de gestion des ressources hydriques. Et ceci va de pair avec le principe de la participation démocratique, mais aussi de l'accès à l'information pour pouvoir garantir ensuite la conformité finalement aux dites législations. Parce que s'il y a une question de gestion des déchets ou du recyclage de l'eau, cela doit bien entendu euh, concerner toute la population et l'écosystème dans lequel elle évolue. On ne peut pas se contenter juste d'un acte euh, politique ne concernant qu'une génération. Et après, nous le déluge. Donc, une fois de plus, il faut impliquer tout le monde pour que les droits de l'homme de base soient respectés. Ce n'était qu'un exemple ici, mais bon, la participation publique requiert la plupart du temps aussi une consultation avant toute législation en matière d'environnement, surtout dans des pays qui font partie de la Convention de Arms. Il nous faut consulter tous les groupes impactés par un projet, quel qu'il soit, parce qu'ils sont les destinataires utilisateurs. Donc oui, je dirais que les CSO, les jeunes,
Tout ceci, en tant qu'acteurs ou décideurs, finalement, doivent pouvoir maturer ensemble la décision avec les éléments clés euh, permettant de respecter l'équité, mais aussi les systèmes de responsabilisation et les comptes à rendre, entre guillemets, ceci en partant du principe que tout va bien et a priori on n'en a pas besoin, mais en cas de litige, il faut pouvoir impliquer toutes les parties prenantes dans un dialogue cohérent et ainsi que Dr. Veyra, dont le nom est, excusez-moi, parfois difficile à prononcer, elle l'a souligné, il ne faut laisser personne euh, de côté dans cette quête harmonieuse finalement de l'assainissement en matière d'eau à tous les échelons. Très bien, et je vois que tout ce qui concerne la participation, etc., c'est quelque chose de très important. Je voudrais vous demandez à Yvonne. Alors, vous avez effectivement un grand nombre de personnes qui vous suivent en Afrique et à cet égard, je voulais vous demander quels sont les retours que vous recevez, notamment de cette jeunesse quant à l'appel à l'action et quelles sont les opportunités et les obstacles que vous rencontrez ou que vous envisagez suite au développement de ces appels à l'action dans votre région. Merci pour cette question. Écoutez, oui, je vais répondre surtout en ce qui concerne du développement des réglementations. Vous savez, en Afrique de l'Est, il y a beaucoup de traction qui a été créée par rapport à ça. Euh, les agences de réglementation sont très concernées par tout ça, notamment par rapport aux mécanismes. Alors, la responsabilisation à travers les régulateurs prendre deux directions. Déjà, nous avons vers le haut, donc il y a les gouvernements et les régulateurs et les décisionnaires politiques qui sont euh, en charge de cela et qui permettent justement de développer des services d'amélioration dans ce secteur. Ensuite, il y a les prestataires de services eux-mêmes qui, eux, sont dotés du pouvoir d'apporter une qualité de service. Il faut que ces services soient abordables pour les consommateurs et puissent permettre un accès universel pour tous. Donc, avec ces règlements qui se développent, nous considérons à la fois les zones urbaines et rurales avec beaucoup de sites qui se développent beaucoup plus qu'à l'époque et une concentration, c'est vrai, sur la zone urbaine. Et nous observons également des zones de développement, de assainissement des eaux. Et donc, il nous faut avoir une approche holistique pour adresser ces différents secteurs dans nos pays. Actuellement, nous avons un appel à l'action qui ne fait que renforcer le travail de ces régulateurs, permettant une meilleure visibilité à ces pays pour aller de l'avant. Pour ce qui est de la euh, cartographie, elle est récemment inaugurée, notamment pour le développement du travail des régulateurs et tout le travail qui a été identifié, il nous faut évidemment euh, pouvoir comprendre la direction prise pour renforcer les règlements en place et soutenir le développement d'un environnement propice à tout cela. Nous faisons également appel aux partenaires de développement, aux partenaires du gouvernement, afin qu'ils puissent se mobiliser et renforcer leur présence et leur soutien auprès des régulateurs en termes de développement de capacité, de compétences du personnel. Car effectivement, nous avons développé des centres de formation offrant des formations dans ce secteur pour aider les prestataires de services à mettre tout cela en place. Mais évidemment, cela prend du temps. Cet appel à l'action rassemble aujourd'hui les bonnes personnes. Et nous sommes aujourd'hui en train de façonner ces règlements de façon efficace pour qu'elles puissent répondre aux besoins de tout à chacun. Merci beaucoup, Yvonne. Et si vous me le permettez, je vais m'arrêter là
pour cette première partie de nos échanges. Merci Noémie et Yvonne d'avoir fait part de tous ces détails quant à votre façon de renforcer ces régulations, ces réglementations dans le contexte de vos travaux, de votre appel à l'action. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à l'action, il s'agit de mobiliser un mouvement qui va renforcer ces cadres réglementaires à l'avenir et pour de nombreuses années encore. Donc, merci Yvonne, merci Noémie. Nous avons un autre intervenant qui va nous offrir sa perspective quant à l'appel à l'action. Il s'agit de Gustave, Gustave Satiel, qui était avec la Banque mondiale à Washington et aujourd'hui, c'est un expert dans le secteur de l'assainissement des eaux. Et Gustavo, j'aimerais vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner un petit peu, vous faire part de votre réflexion sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Merci à l'OMS pour cette invitation à participer à cet appel à l'action. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement à un point culminant de l'histoire, avec seulement 5 ans qui nous restent avant d'atteindre l'objectif du développement durable numéro 6. Nous devons nous assurer de pouvoir apporter un assainissement des eaux et de l'eau potable pour tous. Malheureusement, la vérité est que nous n'y sommes pas encore. Avant tout, nous devrions pouvoir apporter un développement financier durable pour tous, mais aussi permettre de responsabilité tout à chacun quant à l'apport de l'eau potable pour chacun. Mais vous savez quoi? Ceci, il faut être clair, la réglementation n'est pas seulement qu'une question de bureaucratie. Cela doit être euh, la colonne vertébrale de l'eau potable et des services d'assainissement apportés à tous. Ceci a été confirmé notamment par de nombreuses organisations et et les travaux entrepris représentés par cet appel à l'action. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec ces différents organismes. Mais l'objectif de mon intervention aujourd'hui concerne la crise. Et c'est exactement ce qui est au cœur de l'appel à l'action. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour parler de la crise de l'eau à laquelle nous sommes tous confrontés, mais au contraire de toutes ces crises qui sont liées. Évidemment, la première crise concerne le changement climatique qui fait que ces ressources aujourd'hui sont de plus en plus euh, difficiles à atteindre. Et dans le cadre d'une gestion adaptative, il nous faut être beaucoup plus résilients dans nos développements et notre planification des différentes infrastructures. Nous ne pouvons continuer à compter sur ces investissements qui sont trop aléatoires et nous concentrer sur un système d'investissement sur le long terme nous permettant de nous adapter à ce changement climatique. Aussi, nous avons beaucoup plus de services qui sont développés, notamment dans le cadre de la réglementation de ces infrastructures et qui doivent être adressées. Aussi, il y a de nombreuses crises dans les pays, les ressources publiques qui ne peuvent pas malheureusement financer un accès universel. La réglementation est indispensable pour débloquer des fonds privés permettant une mitigation. Bref, ensuite, il nous faut nous assurer politique, qu'une stabilité politique devrait permettre de faciliter la réglementation et considérer les États qui sont actuellement en conflit. Il nous faut considérer les systèmes réglementaires qui sont limités aujourd'hui dans de nombreux pays et nous assurer aussi d'apporter un service de santé euh, universel pour tous. L'objectif de développement durable numéro 6 est indispensable et c'est un point culminant des développements réglementaires et dans la stratégie. Il nous faut considérer l'infrastructure fondamentale qui nous permettra de tout mettre en place. Le choix est nôtre. Allons-nous continuer comme nous l'avons toujours fait et de ce fait nous écarter de ce que nous devrions entreprendre ou bien allons-nous enfin mettre en place les réglementations nécessaires qui vont nous permettre de transformer ce secteur.
Les crises sont multiples et les obstacles sont présents. Les appels sont urgents. Nous ne pouvons nous autoriser un gouvernement faible et une inactivité et une inefficacité dans la livraison des services. L'appel à l'action est indispensable et il nous faut atteindre ces objectifs d'assainissement des eaux au plus tôt. Merci beaucoup, cher Gustavo. Les points évoqués sont très importants. Vous avez notamment parlé de ces cadres réglementaires et l'exécution des différents projets. J'ai été d'ailleurs euh, saisie par les points que vous avez mentionnés concernant la livraison des services et notamment dans les travaux qui ont été entrepris au Kenya avec Robert Kungubia, notamment dans les droits de l'homme et l'accès à l'assainissement des eaux et à l'eau potable, qui est un instrument indispensable dans la réglementation et des services à apporter. Mais maintenant, je vous invite à poursuivre sur le deuxième panel et nous aimerions accueillir certaines personnes et certaines agences clés qui sont là et qui ont développé cet appel à l'action. Mais beaucoup de partenaires ont contribué à ce projet. Nous les avons consultés à différentes reprises afin de nous assurer que nous allions dans la bonne direction. Deux de ces partenaires sont ici avec nous. Le premier est un régulateur palestinien, Mohamed Hamaldi, qui travaille aujourd'hui dans des circonstances très difficiles et qui a grandement contribué de par son expérience et son savoir à cet appel à l'action. L'autre participant est Neil Dott. Il est directeur de Aquafed, qui est une entreprise privée d'assainissement des eaux. Et tous deux, nous parlerons des difficultés qu'ils rencontrent lorsque l'on parle de la mise en œuvre ou de l'implémentation de l'appel à l'action. Bienvenue, chers amis, bienvenue à tous les deux. Je vais commencer avec Mohamed Hamedi. J'aimerais vous demander, vous avez mis en place différents règlements dans des circonstances très compliquées. Dites-nous un petit peu quels sont les outils qui se sont avérés être efficaces dans les circonstances actuelles et quelles sont les faiblesses que vous avez rencontrées. Nous savons que vous travaillez dans des secteurs et des situations très extrêmes. Et comment est-ce que vous avez pu observer aussi vos pays voisins ainsi que les régulateurs dans les pays voisins et quelles sont les circonstances dans lesquelles elles ont été développées? Parlez-nous un petit peu de tout cela. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très honorée de faire partie de ces échanges et je suis très honorée de pouvoir faire partie de cet appel à l'action depuis le premier jour. Il faut savoir, pour répondre à votre question, que cette idée était enfin, c'était une idée au début. Nous avons souhaité, au nom de la Palestine, maximiser notre objectif à cela. Et nous avons pensé aux prérequis en termes de disponibilité des données qui ont été rendues publiques à travers des plateformes pour que différents membres de la société puissent avoir accès en toute transparence à nos travaux et aux données du pays. En même temps, nous avons engagé des universités en termes de faire appel à des chercheurs pour faire une collecte de données, pour faire une analyse de données et pour suivre les recherches de façon plus approfondie. Nous avons également fait appel aux différentes organisations de société civile, aux groupes locaux, pour permettre un meilleur échange, une meilleure compréhension et développer des relations avec ces différentes entités. Il nous fallait souligner les problèmes de santé que nous rencontrions, le problème de sécurité alimentaire ainsi que le changement climatique. Tous ces rapports ont été établis, mais il nous fallait aussi faire appel au Premier ministre et à faire appel à son soutien. Mais quels sont les problèmes que nous rencontrons? Il faut savoir que les problèmes sont perçus à différents niveaux, autant au niveau local qu'au niveau régional dans le monde arabe. Alors, il y a eu la réunion des eaux qui
nous a permis de nous rencontrer et qui a permis justement de pouvoir poursuivre dans la mise en œuvre dans la création d'une association de régulateurs pour les eaux arabes. Alors, il faut savoir que cela va faire partie de l'ordre du jour à travers le ministère palestinien des eaux. Nous allons mettre en place un projet permettant d'unifier les outils nécessaires pour développer cet accès à l'eau propre dans les régions du monde arabe. Pour ne laisser personne pour compte, il faut savoir que nous avons des associations internationales qui sont engagées. Il ne s'agit pas seulement d'aider les Arabes, mais toute la région et permettre à ce que là où il y a une pénurie d'eau, que nous puissions répondre à ces problématiques pour que personne ne euh, n'ait un accès retenu à l'eau propre. Pour ce qui est de la Palestine, alors nous avons effectivement quelques ONG qui nous permettent de faire avancer les choses et nous faire entendre. Et grâce au soutien du gouvernement ainsi que des différents ministères, nous arrivons à faire avancer nos projets. Il faut savoir que nous demandons à ce qu'il y ait des infrastructures développées pour pouvoir apporter des eaux potables. Étant un régulateur indépendant, effectivement, le gouvernement semble pouvoir ne pas se sentir 100% engagé pour apporter le soutien et la stabilité financière nécessaire pour remettre en place ces projets. Mais c'est pour ça que je parle de cette valeur ajoutée de cet appel et ce que nous avons préparé et l'impact que nous aurons dans la région, pas seulement auprès des pays arabes, mais dans la région dans son entièreté. Merci beaucoup. Et merci pour tout cela. Effectivement, nous devons voir comment cet appel à l'action peut être retenu par les régulateurs et comment cela peut être renforcé. Euh, Neil, je voudrais venir vers vous. Effectivement, les prestataires de services et les utilitaires ont le même objectif d'apporter de l'eau propre pour les- pour l'homme et puis offrir des systèmes d'assainissement des eaux nécessaire. Et je sais que j'aimerais savoir de vous quelles sont les différentes perspectives du secteur public, du secteur privé et quel est le rôle de cet appel à l'action et quels sont les avantages que vous percevez venir de ce contexte particulier dans lequel vous vous trouvez. Merci beaucoup pour cette question. Bonjour, bon après-midi et bonsoir et merci pour cette invitation. Écoutez, vous savez quoi? Je ne pense pas que les organisations publiques et privées pensent aussi différemment quant à cette perspective. Je pense que c'est un mythe que de penser que le secteur privé pense autrement ou ne puisse pas considérer les choses avec la même importance. Nos objectifs se rejoignent. L'appel à l'action a été très bien reçu car c'est ce qui a un petit peu dirigé nos travaux ces derniers mois. Et ce que nous avons fait récemment a été notamment de produire des cartes réglementaires expliquant comment les différents pays régulent l'apport d'eau et les opérateurs d'eau. Il ne s'agit pas d'un document PDF de 200 pages. Bien au contraire, c'était une présentation d'une vingtaine de diapos qui a permis donc aux différents ministères, différents régulateurs de comprendre leur rôle et leurs responsabilités. Maintenant, il faut savoir que cet appel à l'action nous a permis de penser à ce que nous allions pouvoir entreprendre avec d'autres régulateurs et comment nous allions pouvoir mettre en place différentes interfaces considérant différents projets innovants et comment surtout les régulateurs puissent se sentir en contrôle de la situation et surtout au même niveau que le secteur privé.
Et ceci est d'ailleurs ressorti à travers la conférence des Nations Unies s'est tenue en mars à New York et beaucoup des missions permanentes qui parlaient de régulation, d'innovation, se sont fait entendre à cet égard. Il y avait effectivement, je dirais pas une peur, mais plutôt une anxiété quant à ce sujet. Et pourtant, cela a été reçu de façon assez positive. La question était de savoir comment les différents régulateurs pourraient de façon proactive participer à cette innovation. Alors, juste pour partager avec vous quelques-uns de ces résultats, nous avons découvert que les rôles et responsabilités en termes qui, de chacun des différents pays où le secteur privé prend une place importante, euh, ne rencontrent pas de problème. Et nous avons compris cela. Là où le problème survient, c'est lorsque les régulateurs ou la philosophie ou la pensée des régulateurs n'est pas claire. Et c'est là qu'il y a effectivement des malentendus, lorsqu'il n'y a pas de code, qu'il n'y a pas de politique nationale claire, lorsqu'il n'y a pas de stratégie nationale claire, lorsqu'il n'y a pas de plan de développement des eaux potables claires, là, effectivement, cela n'attire pas les bailleurs de fonds, cela n'attire pas les finances, les dons et les financements de différents fonds. Et à cause de ces régulateurs indépendants, il arrive parfois que ces régulateurs ne soient finalement pas complètement indépendants. Nous l'avons vu en Angleterre, et les problèmes que nous avons rencontrés, je l'ai vu, je l'ai ressenti, c'est que le régulateur était trop occupé à répondre à un objectif politique en gardant artificiellement des tarifs à la baisse, alors que nous savions que c'était un problème d'investissement qu'il rencontrait. Il y a eu des répercussions absolument colossales. Très rapidement, autre chose que nous avons réalisé dans cet appel à l'action, nous avons parlé de données réglementaires. Or, il nous faut être clair quant à qui bénéficie de ces données ainsi que de la matrice de récolte de ces données. Je pense que Carla en a parlé tout à l'heure. Il y a des données concernant la performance. Ensuite, il y a des données qui permettent aux innovateurs et aux startups de pouvoir développer quelques projets, et de pouvoir les mettre en place immédiatement. Ensuite, il y a des points de données et ça, ce n'est pas toujours clair. Ensuite, il y a les investisseurs qui ont d'autres besoins. Et là, il s'agit plus de données liées à la performance. Ensuite, il y a d'autres pays, nous le voyons encore en Angleterre, tant d'informations sont disponibles au public, mais le public n'est pas véritablement intéressé de savoir tout cela. Eux, ils veulent savoir si l'eau fonctionne, si l'eau coule du robinet, si elle est potable, et veulent s'assurer surtout que les plages et les rivières ne sont pas polluées. Maintenant, pour conclure mon intervention, l'appel à l'action nous permet de poursuivre nos travaux actuellement et nous essayons d'utiliser les informations requises pour aider les gouvernements à mieux comprendre les partenariats publics-privés. Nous voulons qu'ils puissent utiliser les informations pour pouvoir peut-être mieux informer les régulateurs. Je vous prie de m'excuser si mon intervention a été longue. Pas du tout. Vous avez justement suscité beaucoup de réflexions, je pense, ce qui va permettre à notre public de poser les questions plus pertinentes. Mais une autre question, Mohamed, vous y avez fait référence, vous avez dit que justement votre région faisait face à une pénurie d'eau et lors de la réunion précédente, nous avons beaucoup parlé de résilience et effectivement ce sujet est ressorti. Nous ne parlons pas seulement de résilience face au climat, mais il y a beaucoup plus de problèmes qui adviennent. Euh, et beaucoup de choses ont besoin d'être adressées. J'aimerais vous demander, pensez-vous que la résilience transparaît euh, suffisamment à travers cet appel à l'action ou bien utilisez-vous cet appel à l'action pour justement susciter un mouvement de résilience? Est-ce que vous pouvez l'utiliser pour promouvoir la résilience dans vos travaux? Écoutez, si nous considérons les conflits en cours dans la région et la liste des priorités aujourd'hui qui se dresse,
l'accès à l'eau est un problème. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de manque d'eau. Aujourd'hui, nous n'avons même plus d'eau à Gaza et sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, nous faisons appel à la région du monde arabe. L'impact est colossal. Nous n'avons malheureusement plus d'accès à l'eau et aux services d'eau. Ce que nous avons fait en termes de collecte de données, eh bien, écoutez, nous avons dû développer différents outils où nous avons dû segmenter le pays en différentes zones. Mais en même temps, comme je l'ai dit, nous avons commencé à faire appel à la société civile, aux universités, pour qu'elles puissent nous donner ou nous faire part de différentes mesures d'atténuation, non seulement pour lutter contre la pénurie d'eau, mais permettant surtout de nous assurer que les eaux soient potables. Et nous avons fait appel aux universitaires et aux chercheurs, ainsi qu'aux bailleurs internationaux et à nos partenaires pour que notre appel à l'action ait un impact plus important. Les associations locales, les sociétés civiles, les ONG ainsi que les volontaires se sont rejoints pour pouvoir aider les communautés. Notre solution est de pouvoir aujourd'hui garder tout le monde en vie. Nous en sommes là. Merci beaucoup. Et Neil, pouvez-vous nous dire, d'après vous, est-ce que le profil des personnes résilientes dans cet appel à l'action suffit ou bien est-ce que vous pensez pouvoir peut-être changer les choses dans votre communauté? Écoutez, oui, parfaitement. Je dois vous dire que ceci nous a permis d'être un peu plus audacieux dans notre façon d'opérer. Ce que nous aimerions faire, c'est mettre un plan dans les années à venir et j'espère que beaucoup plus de personnes travailleront avec nous pour mettre cela en place. Lorsque je parle des régulateurs, nous parlons également d'innovation car nous ne sommes peut-être pas aussi résilients que nous aimerions l'être. Il s'agit effectivement de parler des régulateurs, de trouver les compétences nécessaires, car si nous n'avons pas les personnes compétentes pour pouvoir entreprendre ces travaux, autant ne pas se lancer du tout. Nous aimerions travailler avec beaucoup plus de régulateurs dans les années à venir. Il nous faut voir également comment nous pouvons encourager d'autres prestataires de services à améliorer, à renforcer leurs compétences, à faire appel aux jeunes qui apporteront des idées innovantes dans ce secteur. Donc, je pense que je vais plutôt me lancer à renforcer ce secteur-là. Il s'agit effectivement de faire appel à une plus grande résilience et ça a été le moteur de nos travaux. Donc, merci à l'OMS et à d'autres organisations qui nous ont permis de faire cela. Merci beaucoup, Neil et Mohamed, pour vos contributions. C'est très enrichissant de pouvoir vous entendre. Et d'ailleurs, nous encourageons tout le monde à prendre leur rôle avec sérieux dans cet appel à l'action. Nous allons maintenant accueillir les questions de notre public. Je sais que Isabella a d'ailleurs lancer la discussion sur notre boîte à discussion, notre clavardage. Pouvez-vous peut-être nous dire si nous avons accueilli des questions de notre public? Alors oui, nous avons une question. Alors, on nous demande, attendons-nous seulement à être soutenus par les gouvernements quant à la mise en œuvre de certaines réglementations et quelles sont les initiatives entreprises par nos personnalités politiques nous permettant de mieux comprendre l'importance des réglementations et quelles sont les étapes à suivre? Écoutez, c'est une question intéressante. Puis-je demander peut-être à Yvonne de répondre à cette question? Il semblerait que cela corresponde parfaitement à ce que vous entreprenez dans votre association et dans vos travaux quotidiens. Yvonne? Eh bien, écoutez, effectivement, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons mis en place un centre de formation pour renforcer les acteurs dans ce secteur. Il ne s'agit pas seulement de considérer les régulateurs, mais aller au-delà. Je suis
Ravi de pouvoir répondre à cette question et surtout de pouvoir partager avec vous tous les projets que nous entreprenons pour renforcer les capacités. Il faut savoir que nous développons également des cadres réglementaires et des outils qui nous permettent de développer ces projets et ces projets ont été adoptés par d'autres pays, nous permettant d'accélérer la possibilité de mettre en place un système de régulation efficace. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Je pense que vous avez tout dit, Yvonne. Merci. Robert, vous souhaitez peut-être reprendre la parole? Votre micro est inactif. Merci beaucoup, Yvonne. Alors, je regardais justement la liste des questions-réponses et je crois aussi qu'il y a une question particulièrement liée à l'assainissement. On sait que c'est tout de même souvent l'enfant orphelin finalement des discussions en matière de gestion des ressources hydriques. Donc, est-ce que vous aimeriez rebondir là-dessus, quelqu'un? Nous demande si l'on estime que ce plan, cet appel à l'action adresse la question de l'assainissement suffisamment ou est-ce qu'il y aura un approfondissement sur ce sujet-là plus précisément? Peut-être pourrais-je demander à Mohamed d'abord qui finalement sait exactement où tient euh, de près, finalement, à l'œil, ce qui se tient dans sa région en matière d'assainissement et de réglementation en la matière. Est-ce que l'appel à l'action, selon vous, offre une véritable opportunité pour un renforcement progressif précisément de l'assainissement? Eh bien oui, je crois que ça fait écho un petit peu à ce que Yvonne disait auparavant. Bien entendu, nous avons pavé le chemin pour un programme euh, permettant cela. Et nous avons aussi mis sur pied un comité conjoint entre les ministères des Finances permettant de traiter justement les besoins et les attentes, y compris les capacités, les lacunes en la matière. Mais en ce qui concerne plus précisément l'assainissement des eaux usées, donc, eh bien, oui, l'idée et le mot-clé finalement est celui du recyclage, je crois. Il n'y a pas 36 façons de présenter les choses et ceci correspond finalement à bien des aspects ou des principes adoptés pour le reste de la législation du traitement de la gestion de l'eau, mais je crois qu'il est important là, bien entendu, plus encore qu'ailleurs ou dans les autres secteurs, d'avoir le son de cloche des gens qui ont une expérience de terrain en la matière. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons eu aux Pays-Bas justement une discussion sur l'actualisation des lignes directives en matière des Nations Unies pour l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, l'ancienne directive datant de 2006 qui était très inintelligible tant pour les législateurs que pour les utilisateurs. Et le mot-clé était certainement celui de la simplification. Il va y avoir une nouvelle version qui devrait bien vite voir le jour et prendre en compte les besoins de nos législateurs, donc en matière de recyclage de l'eau. Par ailleurs, il y a aussi, je crois, un point de vue intéressant peut-être du point de vue du Bangladesh avec le positionnement des récipients ou des réservoirs. Que peut-on faire pour faire en sorte que la réglementation soit plus finalement menée ou inspirée par la demande que par l'offre? Très bonne question, mais assez difficile aussi à répondre. Alors, donc, merci euh, de l'avoir posée. Je crois qu'une fois de plus, dans certains endroits, bon, on peut finalement se pencher sur des cas précis, des cas d'école, hein, et les citer un exemple. Mais finalement, au Royaume-Uni comme ailleurs, je pense qu'il y a des acteurs qui ont passé en revue différents système et au Royaume-Uni, par exemple, donc on procède à des consultations assez efficaces et cela marche par endroits. Mais je suis encore persuadée que nous ne comprenons pas finalement suffisamment en profondeur les véritables attentes ou besoins des gens de terrain. Et donc, par exemple, la responsabilité du public pourrait être accrue, je dirais, de manière préventive, parce que le problème est que l'on constate une certaine passivité de la part du public en général jusqu'à ce que les problèmes se posent. Donc,
Clairement, par endroit, les choses s'améliorent, je le disais, mais la plupart du temps, les utilisateurs n'ont pas leur mot à dire. Et donc, on les met face à des faits accomplis. Et donc, malgré toute la bonne volonté finalement du monde avec ces déclarations d'intention en matière de droits de l'homme, cela fait des fois un exemple de bonne pratique, juste pour conclure sur une note plus optimiste, eh bien, nous avons vu pas seulement au Royaume-Uni, mais une, une bonne pratique en matière de création d'un compte pour les utilisateurs, euh, pour arriver à se faire entendre d'une seule voix, au moins quand il y a un problème face au gouvernement. Merci déjà de cet écho positif. Alors, par ailleurs, quand on écoute un petit peu les aspects variés de cette législation en matière de qualité de l'eau potable, par exemple, il y a tout de même aussi un problème en matière de justement non-homogénéité de la catégorie des législateurs. Qu'en pensez-vous? Je crois, le Noémie, de votre côté. Et malheureusement, Robert, s'est un peu évanoui. Donc le suspense continue. Je crois que Robert, effectivement, a eu un petit problème de connexion. Je vais essayer de le relocaliser dans l'espace virtuel. Ouais, je suis désolée, je peux à ce stade pas encore répondre. Oui, non, pardon, me revoilà. Je parle. Vous me recevez maintenant? Oui, oui, vous êtes là. Donc, on a souvent observé une hétérogénéité, je le disais, dans la communauté des législateurs. Tout le monde, finalement, n'est pas sur la même longueur d'onde en matière de critères pour la pureté de l'eau et les critères de respect de l'environnement, de droit de l'environnement. Donc, comment voyez-vous les opportunités qu'aurait mon Dieu, c'est effectivement une malédiction. La deuxième question suspendue aux lèvres de Robert, occultée à nouveau. Mais je suppose qu'il s'agit de collaboration entre les différents législateurs et les différents secteurs. Je vais essayer de deviner un petit peu les petits points de suspension sur lesquels Robert nous a laissés. Je dirais que la beauté d'une approche basée sur les droits de l'homme est qu'ils sont gramment finalement tous dans la même idée, à savoir une approche transversale et une reconnaissance mutuelle entre les droits de l'homme. Et bien sûr, il s'intéresse plus particulièrement aux plus vulnérables et aux groupes, aux communautés marginalisées en s'assurant qu'il ne laisse personne de côté. Et en nous consacrant à ces communautés-là, on a tendance à s'adresser à l'ensemble des utilisateurs. Donc, pour répondre à votre question, qui n'a pas été formulée jusqu'au bout, je crois que ce que l'on peut espérer, c'est une collaboration toujours plus transsectorielle. Je suis l'une des plus jeunes membres du panel et donc j'ai eu beaucoup d'expérience dans le militantisme de jeunesse et j'ai entendu chacun d'entre vous euh, euh, insister sur l'importance de ne laisser personne s'enfermer dans sa tour d'ivoire ou travailler en secteur hermétiquement séparés les uns des autres. Et donc, je crois que toutes ces nouvelles euh, mouvances, finalement, pour la résilience et la durabilité en matière de pratiques euh, durables, n'impactant pas l'environnement, finalement, euh, que ce soit des initiatives humaines ou l'une ou l'autre qui apparaissent dans le fil du chat, les législateurs ou les représentants donc au Parlement qui s'adressent à vos hommes politiques pour créer les lois sont tous aussi importants les uns que les autres, mais les jeunes sont de moins en moins timides. Je dirais, ils représentent 2,4% des parlementaires, c'est-à-dire une poignée
de sable infime peut-être, mais ils sont néanmoins très audibles et n'hésitent pas à se faire entendre de façon véhémente en leur qualité justement de jeunes professionnels de terrain, sachant ou osant s'exprimer sur la meilleure façon de défendre une législation incluant justement à la fois les droits de l'homme et l'art de préserver l'environnement. Mais cela étant dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, d'attirer l'attention, d'augmenter la prise de conscience des législateurs plus traditionnels sur l'importance de cette problématique, notamment l'assainissement de l'eau. Et donc, c'est un des objectifs du secrétariat international de l'eau que de contribuer, bien entendu, à ce dialogue informel et d'arriver à en faire une ébauche de dialogue formel pour le porter devant les parlements et les législations nationales et internationales. Merci beaucoup de votre point de vue, effectivement. Sur ce, je crois que nous arrivons à la fin de notre Q&A et nous allons donc passer au prochain et dernier point de l'ordre du jour. L'une des dernières questions étant justement où aller à partir d'ici. Donc, je voudrais commencer par remercier les 4 intervenants du panel pour leur réponse à cette première session de questions-réponses et passer au point final de notre ordre du jour, qui est celui donc de la carte routière, entre guillemets, à partir de laquelle nous allons embrayer sur les points suivants euh, de l'action euh, et du plan d'action. Je passe la parole, je crois, à Bruce à ce stade. Bon, tout d'abord, je voudrais commencer par vous féliciter tous, hein, pour vous méritez, je crois, des applaudissements chaleureux pour les progrès réalisés et la qualité des échanges finalement. Euh, et des remerciements, mais particuliers, je dirais, à Robert pour avoir présenté toutes les problématiques pertinentes finalement. Euh, alors, du point de vue de l'OMS, je dirais que effectivement, comme vous le savez, nous avons, suite à la dernière session, décidé de rédiger cette carte routière en matière de progrès, de réglementation concernant l'assainissement des eaux. Alors, pour essayer de vous en poser les rudiments, de vous en expliciter les rudiments, c'est une initiative qui a été lancée un petit peu plus tôt ce mois-ci, qui a été développée pour répondre finalement répondre aux exigences, aux attentes mises en lumière lors des dernières euh, tables rondes finalement où nous apercevions finalement des lacunes dans la matière. Et donc, cela a permis finalement de suivre les points du développement durable des Nations Unies liés à ces problématiques. Nous partions d'un niveau zéro de réglementation à des exemples de cas concrets qui nous ont servi d'inspiration, tirés de centaines de cas d'école dans le monde tout de même, où les cas d'assainissement pouvaient nous servir d'exemple. Tout ceci nous permet d'avoir une meilleure compréhension à travers les différents secteurs. Ce que nous voyons ici, c'est justement ce cadre à l'appel à l'action. Il est structuré autour de 6 étapes qui sont indispensables pour comprendre le système de réglementation. Nous voyons qu'il y a la révision juridique, l'aspect juridique de tout cela, jusqu'au système de données, du développement, de renforcement de la capacité, tout comme ces difficultés émergentes, notamment le changement climatique. Et donc, ceci nous permet de comprendre les principes les plus importants qui vont diriger dans un contexte spécifique les projets et encourager donc les différents pays à entreprendre les actions nécessaires. Et donc, il y a différents processus. Ce n'est pas une liste à suivre, mais ça nous permet donc d'avoir un meilleur point de départ pour les différents pays. Maintenant,
comment est-ce que ceci est lié finalement à l'appel à l'action? Il faut savoir que nous sommes là pour passer donc de la théorie à la pratique, de la mise en œuvre et il y a différents outils qui sont développés. Les pays peuvent utiliser cette feuille de route, notamment pour élaborer des plans réglementaires nationaux, comme le préconise l'appel à l'action, en faveur de feuilles de route mesurables et adaptées au contexte. On partage des études de cas et les enseignements tirés afin de favoriser l'apprentissage. Et surtout, c'est que on a la possibilité de euh, plaider en faveur de cadres juridiques, politiques et institutionnels solides en écho à l'action mise par l'appel sur les environnements favorables. Vous voyez qu'il y a donc un QR code pour accéder à cet appel à l'action. J'espère que vous le trouverez utile. Et maintenant, je vous invite à accueillir notre dernier intervenant. Je voudrais donc présenter Bruce Gordon, qui est directeur du département de l'hygiène et de la santé pour l'assainissement des eaux, pour l'hygiène et la santé à l'OMS. Merci beaucoup, cher Bruce. Je voudrais juste laisser notre public avec trois réflexions. Je pense que c'est un consensus incroyable que nous avons dont nous avons pu être témoins ici et tout le monde aujourd'hui prêche au converti et je pense que tout le monde partage le même avis ici. La réglementation est un mécanisme efficace, fiable, qui permet aux investisseurs, aux prestataires de services, aux défenseurs des droits de l'homme à montrer leur amour pour l'environnement. C'est un consensus incroyable que nous avons pu percevoir de nos parties prenantes. C'est assez simple, mais je ne peux m'empêcher de constater que nous avons beaucoup de problèmes dans le secteur de l'eau et le secteur de la santé et tout le monde essaye de trouver un petit peu la solution et comment on peut aller de l'avant. Mais on ne peut pas faire abstraction de cela. Je pense que c'est pourquoi nous avons plus de 40 organisations qui aujourd'hui ont rejoint cet appel, car aujourd'hui, chacun entreprend des actions et des travaux seul, mais il nous faut nous rassembler. Mais deuxième point, pourquoi avons-nous cet appel à l'action? Et nous devons nous assurer qu'il y a un investissement qui est entrepris, qui va nous permettre et permettre à ces régulateurs de pouvoir fonctionner correctement. Il Il s'agit d'améliorer la qualité de ces régulateurs et souvent ils rencontrent des difficultés en perspective de financement, de capacité et enfin les gouvernements impliqués dans à développer des actions juridiques, législatives en plus haut niveau. Et c'est difficile car nous en avons parlé, nous devons en parler, nous devons rassembler tout ça. Mais alors, quelles sont les étapes à suivre? Eh bien, écoutez, nous avons fait cet appel à l'action. Je pense que tout le monde se rejoint sur ça. Je pense que si aujourd'hui nous considérons les acteurs principaux, que ce soit les WA, que ce soit l'UNICEF, WASP, que ce soit des organisations régionales ou des associations régionales, réglementaires régionales comme SOAS. Il y a beaucoup d'attention euh, offerte à cela. Et si vous avez une banque de développement qui considère cet appel à l'action avec sérieux, si même cette banque de développement est ici présente à l'appel, nous allons voir un accroissement de l'intérêt politique. Nous avons vu d'ailleurs lors de conférences des Nations Unies, notamment les conférences sur l'eau, ou même les conférences sur l'eau qui se préparent pour 2026. Nous savons pertinemment qu'il y a beaucoup d'États membres qui ont demandé à ce que les problèmes d'assainissement des eaux fassent partie des points de discussion lors de ces débats. Et il faut savoir que tous les pays se sentent concernés par cela. Maintenant, il ne s'agit pas de mettre fin à une structure mondiale ou de mettre fin à une directive ou de ne de cesser de soutenir cet appel à l'action.
Il s'agit maintenant de plutôt faire appel à nos groupes, à notre réseau, de trouver les gouvernements, les politiciens qui font partie de ce public. Et nous comptons sur vous tous. Et je voudrais aussi vous remercier tous. Vous allez entendre parler de nous cette année. Je voudrais remercier tous les panélistes qui étaient avec nous. Ça a été très intéressant d'entendre vos réflexions, votre consensus. Et merci Robert d'avoir modéré cette séance. Merci Dave et tous les autres dans ce processus. Je ne vais pas nommer tout le monde, mais merci aux 40 de cette quarantaine d'organisations qui ont participé à cet appel à l'action et qui ont participé à ce séminaire. Et je sais que nous partageons ces mêmes valeurs. Et peut-être je vais conclure en citant Gustavo. Effectivement, nous sommes à un moment culminant, à un croisement des chemins. Aujourd'hui, c'est un acte essentiel, pas seulement concernant les objectifs de développement durable, car ceux-ci sont des objectifs internationaux, mais nous avons aujourd'hui un processus qui est atteignable et il nous faut considérer cela. Atteignons-le ensemble. Et merci à toutes et tous une fois de plus pour votre participation. Et on se dit à très bientôt. Dave, je vous redonne la parole. Merci. Merci Bruce. Merci Robert. Et merci à tous nos participants. Et merci à tous les collègues qui nous ont rejoints des différentes parties du monde. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à télécharger l'appel à l'action. Elle est disponible en 6 langues et continuons à réseauter et continuons ces conversations. Et on se tient au jus, on reste ensemble et on se retrouve très bientôt. Très bientôt. Les